On va donc étudier ici le folium de Descartes. Et pour nous, aujourd'hui, le folium de Descartes va être défini comme une courbe paramétrée, gamma, grand gamma, dans le plan, qui est paramétrée par la fonction dont les coordonnées sont x de t et y de t, où x de t c'est 3t sur 1 plus t cube, et y de t c'est 3t carré sur 1 plus t cube, où évidemment t est différent de moins 1. Donc pour l'étudier, on va voir t comme un paramètre temporel, et donc t va être restreint à prendre toutes les valeurs possibles entre moins l'infini et plus l'infini, en notant la valeur particulière qui est moins 1 pour ne pas avoir une division par 0. Et pour nous, cette courbe, ce sera bien d'y penser comme la trajectoire d'une particule, où au temps t, ses coordonnées sont x de t, y de t, repérées par un vecteur r de t. Et on aimerait décrire la trajectoire de cette particule, c'est-à-dire la courbe grand gamma, en fonction de t. Alors il y aura des limites à considérer, qui sont les limites de temps très longs dans le futur et très longs dans le passé, et très utile dans la description de cette courbe sera son vecteur tangent, qui est donné par le vecteur dont les coordonnées sont les dérivées des composantes de r par rapport à t. Alors la première chose qu'on va faire, c'est étudier le signe des coordonnées x de t, y de t. X de t, par exemple, va changer de signe en moins 1 et en 0, du fait qu'il y a un t au numérateur et un 1 plus t cube au dénominateur. Le y de t, par contre, à cause du t carré ici, va changer de signe seulement en moins 1. Et donc, on peut déjà faire la chose suivante, c'est regarder dans quel cadran se trouvera la particule en fonction du temps. Donc, pour les temps qui sont entre moins l'infini et moins 1, la particule sera dans ce cadran-là, ce qui est le quatrième cadran. Pour les temps entre moins 1 et 0, la particule sera dans le deuxième cadran, qui est ici. Et pour tous les temps qui seront entre 0 et plus l'infini, la particule va se trouver ici dans le premier cadran. Donc on résume, l'histoire de cette particule va commencer entre moins l'infini et moins 1 dans le quatrième cadran. Elle va poursuivre son histoire pour les temps entre moins 1 et 0 dans le deuxième cadran, et puis terminer son histoire entre 0 et plus l'infini dans le premier cadran. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est étudier x de t et y de t aux frontières de leur domaine. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que toutes les valeurs autorisées pour t, et tout ce qui est entre moins l'infini et plus l'infini, avec entre les deux ce moins 1 et ce 0, il y avait le changement de cadran. Donc une première frontière, c'est ce qui se passe près de moins l'infini. Ensuite, ce qui se passe près de moins 1 à la gauche, près de moins 1 à droite, puis ensuite près de plus l'infini. Alors commençons en regardant ce qui se passe proche de t qui vaut moins l'infini. Et là, puisque dans x de t, on a du t sur du t cube, on peut mettre le terme dominant en évidence, trouver une limite qui vaut 0. Même chose pour y de t, parce qu'on a du t carré sur du t cube et la limite est 0. Ça veut dire que quand t est très grand et très négatif, eh bien la particule est proche de l'origine. Rappelons qu'elle est aussi dans le quatrième cadran. Ça, c'est une première information sur ce que fait la particule lorsque t est très grand et très négatif. Deuxième problème de frontière, c'est quand les valeurs de t sont proches de moins 1, mais plus petites que moins 1. Et dans ce cas, si on calcule la limite de x de t, puisqu'il y a un t cube plus 1 qui tend vers 0 au dénominateur, on le factorise. Et puis on a ici quelque chose maintenant, numérateur, on a du 3t qui tend vers moins 3, on a au dénominateur quelque chose qui tend vers 3, puis on a 1 sur t plus 1 qui tend vers moins l'infini. Et donc quelque chose qui tend vers moins l'infini fois quelque chose qui tend vers moins 1, ça donne du plus l'infini. Ensuite pour le y, lorsque t tend vers moins 1 par la gauche, on fait la même chose, on utilise la même factorisation, sauf que maintenant au numérateur on a un 3t carré qui tend lui vers plus 3. Donc maintenant on a quelque chose qui tend vers 1 fois quelque chose qui tend vers moins l'infini, ça nous fait du moins l'infini. Donc ça signifie que la particule, quand t tend vers moins 1 par la gauche, elle part quelque part ici dans le quatrième cadran, et on peut se poser la question de savoir s'il existe une asymptote oblique. Alors pour ça, on commence par calculer le rapport de y de t sur x de t quand t tend vers moins 1 par la gauche. Et puis, x de t et y de t ont le même dénominateur, il ne reste plus que du t, et t tend vers moins 1, donc ça fait du moins 1. Donc il y a peut-être une asymptote oblique, donc il faut calculer maintenant la limite, où on prend y et on retranche cette pente qu'on a obtenue fois x de t.
Et ça nous donne, ici on a maintenant une somme de deux fractions, il y a le y plus le x de t, puis le x de t c'est 3t sur 1 plus t cube, on peut mettre au même dénominateur. En haut, on va avoir du 3t carré plus 3t, donc on peut mettre 3t en évidence qui multiplie t plus 1, puis si on factorise le dénominateur comme on avait fait avant, on a une limite qui existe et qui vaut moins 3 sur 3, donc moins 1. Cela signifie donc que quand t tend vers moins 1 par la gauche, on a une asymptote oblique qui est y égale moins x moins 1. Et donc le point x de t, y de t tend à se rapprocher de cette droite lorsque t tend vers moins 1 par la gauche. On peut schématiquement faire ça comme ça. On se rappelle, dans cette partie du temps, on est dans ce cadran, on a cette droite, et donc a priori quand t devient proche de moins 1, la particule part comme ça. En plus, on sait qu'elle est proche de 0 quand t tend vers moins l'infini, donc ça c'était peut-être un graphe pas trop mal de ce qui se passe dans cette première partie de l'intervalle temporel. Mais maintenant, traversons cette valeur de moins 1 et regardons les valeurs de t qui sont un peu plus grandes que moins 1. Et là, exactement le même calcul qu'avant montre que x de t tend vers moins l'infini, alors qu'y de t tend vers plus l'infini. Et donc, quand on traverse la valeur moins 1, eh bien, tout à coup, la particule vient de quelque part loin à l'infini dans le deuxième cadran. Donc, même chose, on essaie de voir s'il existe éventuellement une asymptote oblique. On calcule y de t sur x de t. On trouve que dans la limite, ça vaut moins 1. Et puis, même chose, on trouve une ordonnée à l'origine qui vaut moins 1. Et donc, on déduit de ce calcul que lorsque t tend vers moins 1 par la droite, eh bien, il y a aussi une asymptote oblique. C'est la même que dans le cas précédent. Y égale moins x moins 1. Et cela signifie que lorsque t traverse la valeur moins 1, cette particule fait quelque chose de très étrange parce qu'elle part de l'infini dans le quatrième cadran et puis elle revient de l'infini dans le deuxième cadran le long de cette asymptote. Alors la dernière chose qu'on doit faire, c'est regarder ce qui se passe lorsque t tend vers plus l'infini, et puis dans ce cas, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, on a que x de t et y de t tendent les deux vers 0, puis on rappelle pour des t grands, la particule se trouve dans le premier cadran, ce qui signifie que quand t tend vers l'infini, elle va entre guillemets mourir vers l'origine. Très bien, alors poursuivons l'étude de cette courbe en étudiant de près le vecteur tangent. Donc on rappelle que si une particule se déplace le long d'une courbe localisée par le vecteur r de t, le vecteur tangent c'est simplement r'. Donc r de t a comme composante x de t, y de t. Le vecteur tangent a simplement comme composante les dérivées de x et de y par rapport à t. Et donc, ce qui est intéressant, c'est l'information que le vecteur tangent donne par rapport au sens à la direction dans laquelle se déplace la particule en un instant. Donc en regardant les signes des fonctions x' et y' en un point t donné, eh bien on sait dans quelle direction se déplace la particule. En particulier, si par exemple x point de t est 0, le y point est positif, la particule monte, sinon la particule descend, et dans ces deux cas, on parle de tangence verticale qu'on va abréger par tv. Par contre, si le y point est nul, mais le x point est non nul, eh bien, on parle évidemment de tangence horizontale qu'on va abréger avec les lettres TH. Rappelons encore que si les deux composantes du vecteur tangent sont nulles, c'est-à-dire si on est en un instant t où x' de t est nul et y' de t est nul, alors on dit qu'on est sur un point stationnaire. Alors allons-y, prenons les expressions qu'on a pour x et y et calculons leurs dérivées. Alors pour x, on dérive, on utilise les règles de dérivation, on simplifie, on trouve 3 fois 1 moins 2t cube sur 1 plus t cube au carré. Pour le y, quelque chose de très semblable, on utilise les règles de dérivation, on simplifie, puis on trouve 3 fois t fois 2 moins t cube divisé par 1 plus t cube au carré. Donc on doit savoir quand ces expressions ici et là s'annulent et connaître leur signe. Alors déjà, on voit que dans le x point, il y a un changement de signe qui a lieu en t qui vaut 1 sur racine cubique de 2, et dans le y', il y a un changement de signe en 0 à cause de ce t et en racine cubique de 2 à cause de ce terme qui est ici.
Donc on va disposer tout ça dans un tableau pour y voir beaucoup plus clair. Alors plaçons ici les valeurs de t qui sont intéressantes. Il y a le 0, pardon, le -1 d'abord où les fonctions ne sont pas définies, le 0, le 1 sur racine cubique de 2 et puis le racine cubique de 2. Ça, c'est les valeurs intéressantes de t. Plaçons maintenant le signe de x'. Alors x', on sait donc qu'elle n'est pas définie en -1, et puis elle s'annule ici en 1 sur racine cubique de 2, et puis son signe est comme ça. Pour le y', même chose. Y' n'est pas définie en -1, par contre elle s'annule en 0, et puis elle s'annule en racine cubique de 2, et puis elle change de signe en ces deux points. Très bien, alors on va représenter maintenant le vecteur R', parce qu'il est très utile du point de vue de la géométrie de la courbe. Alors on va simplement indiquer la direction du vecteur R' en fonction du temps. Donc sur chaque intervalle, ici on représente la direction dans laquelle le vecteur R' pointe, et puis on indique les points où il y a une tangence horizontale quand Y' vaut 0, une tangence verticale quand le x' vaut 0, et puis attention ici, par exemple, quand x' est négatif et y' est positif, le R' pointe dans le deuxième cadran, etc. Donc ça c'est utile après pour construire la courbe explicitement. Puis aussi, pour nous aider, on va rappeler où se trouve, dans quel cadran se trouve le point pour le t. Ici, au début, on a dit qu'on était dans le 4e cadran, puis ensuite dans le 2e cadran entre -1 et 0, et puis on finissait, tout le reste se passait dans le 1er cadran. Essayons maintenant de tracer la courbe gamma. Donc on va commencer par le premier morceau qui est tout ce qui se passe entre t qui vaut moins l'infini et t qui vaut -1. Alors on rappelle qu'on est donc dans le 4e cadran, c'est-à-dire que x est positif et y est négatif, et puis que le vecteur tangent il pointe toujours plus ou moins en direction du sud-est, parce que x' est positif et y' est négatif sur cet intervalle. Et on avait montré que quand t est envers moins l'infini, la trajectoire se rapprochait de l'origine, et quand on tend vers -1 par la gauche, on avait l'asymptote oblique y égale -x -1. Essayons de tracer la courbe pour tous les t entre moins l'infini et -1. Donc on sait qu'on doit venir de 0, 0 lorsque t augmente, et puis le vecteur tangent pointe toujours en direction du sud-est, et puis on sait que quand t est envers -1, la courbe doit s'approcher de l'asymptote oblique qui est y égale -x -1 qu'on pourrait tracer pour y voir plus clair. Donc on voit bien une courbe qui est monotone, qui descend et qui s'approche de son asymptote. Ce qu'on a peut-être envie de remarquer, c'est qu'il y a une espèce de tangence verticale proche de 0, et ça on peut le faire par un petit calcul. Donc faisons cette remarque. Si on calcule la pente du vecteur tangent pour t très grand et négatif, c'est-à-dire la limite lorsque y' sur x', la limite de y' sur x' lorsque t est envers moins l'infini, on obtient moins l'infini. Ça veut bien dire que le vecteur tangent devient toujours plus vertical lorsque t est envers moins l'infini, et c'est cette tangence qu'on a observée ici. Passons alors à la partie temporelle qui est entre -1 non compris et 0. Alors ici, on est dans le 2e cadran, comme on avait dit. Donc x est négatif et y est positif. Le vecteur tangent, lui, il pointe toujours en direction du sud-est. Et puis, on rappelle que quand t tendait vers -1 par la droite, on avait la même asymptote oblique que tout à l'heure. Et puis, lorsque t s'approche de 0, eh bien, on doit observer une tangence horizontale, c'est-à-dire que le vecteur tangent doit tendre à devenir horizontal. Et puis, remarquons encore que autant t égale 0, eh bien, x de t vaut 0 et y de t vaut 0, donc on est à l'origine. Donc si on regarde, quand t vient de -1 par la droite, eh bien, la particule doit venir de son asymptote oblique là-bas dans le 2e cadran, et puis arriver en 0 avec une tangence horizontale. Regardons maintenant ce qui se passe pour tous les t entre t égale 0 et t qui tend vers l'infini. Alors on rappelle que pour ces valeurs de t, la courbe vit dans le 1er cadran,
Et donc elle part de 0, 0, et puis on rappelle que lorsque t tend vers l'infini, la courbe revient vers l'origine, comme on avait vu au début. Et donc entre l'origine et l'origine, qu'est-ce qui se passe? D'abord la courbe monte jusqu'à ce qu'elle atteigne un point de tangence verticale, puis pour cette valeur du paramètre t, on peut calculer x de t et y de t, qui nous donnent ces valeurs-là. Ensuite, la particule va partir en direction du nord-ouest jusqu'à ce qu'elle atteigne un point de tangence horizontale de coordonnées 2 puissance 1 tiers, 2 puissance 2 tiers, puis redescendre en direction du sud-ouest jusqu'à ce que dans la limite t qui tend vers l'infini, elle arrive en 0. Donc si on fait ça sur le dessin, on a représenté ces deux points. Au début, elle monte jusqu'à atteindre un point de tangence verticale. Ensuite, elle part en direction du nord-ouest jusqu'à atteindre un point de tangence horizontale. Et puis sur toute la fin de l'intervalle entre cette valeur de t et t qui tend vers plus l'infini, la particule retourne en direction de l'origine dans la limite de t qui tend vers l'infini. Remarquons encore, comme tout à l'heure, qu'il semblerait qu'il y ait un point aussi de tangence verticale lorsque la particule retourne vers l'origine dans la limite des temps grands. Puis effectivement, on peut calculer la limite de y' sur x' et voir qu'elle vaut plus l'infini lorsque t tend vers plus l'infini. Donc on a une tangence verticale à l'approche du 0 dans la limite des temps grands. Alors, si on résume tout ça, on a une particule qui, en moins l'infini, est à l'origine. Quand elle s'approche de moins 1, elle part vers l'asymptote oblique. Elle revient depuis l'asymptote oblique d'une direction opposée. Elle passe par un point de tangence verticale, de tangence horizontale, puis elle retourne vers l'origine. Si on dessine la courbe en une seule fois, pour tous les t, c'est ce qu'on a obtenu, et c'est ce qu'on appelle le folium de Descartes.